Salut, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle matinale d'Histoire crépue. Ça faisait quelques jours que j'étais parti en Afrique, au Cameroun plus précisément, c'est pour ça que j'ai pas pu faire la matinale plus tôt. Mais on repart sur des bonnes bases. Tous les mardis, une matinale, on va parler d'un sujet qui concerne l'actualité africaine et qu'on n'entend pas forcément beaucoup dans les médias français. Disons que ça fait pas la une, alors que pourtant c'est une information hyper importante. Et c'est un truc qui m'intéresse particulièrement parce que souvent la gauche française va s'intéresser à ce qui se passe par exemple en Amérique du Sud, mais on a très peu de connaissances et très peu de sentiments de légitimité à propos de ce qui se passe en Afrique. Ça veut dire que vous allez rarement entendre dans un débat qui se passe à gauche française des gens qui vont discuter sur une situation politique qui touche le continent africain. Alors que pourtant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous, à la fois dans l'histoire et dans l'actualité, puisqu'on est toujours présent et que la France a toujours des intérêts et une influence énorme sur la situation politique en Afrique de l'Ouest notamment, mais aussi en Afrique centrale. Donc aujourd'hui, j'espère que je vais pouvoir vous donner un peu de contexte pour mieux comprendre une situation dont vous allez entendre parler, un peu comme une musique de fond, sans réellement comprendre la profondeur de ce dont il s'agit. Le Burkina demande le départ de l'armée française. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible que le Burkina Faso demande le départ de l'armée française? Nous sommes sur Twitter. J'ai tapé Burkina Faso, on va recharger. Le gouvernement burkinabé, dont ce monsieur-là est le représentant, il s'appelle Jean-Emmanuel Ouédraogo. Le gouvernement burkinabé vient de dénoncer des accords militaires prévus entre la France et le Burkina Faso. Ce qui veut dire qu'en gros, il remet en question la présence de l'armée française sur le territoire burkinabé. Il faut savoir que l'info avait fuité il y a quelques heures sur Twitter, sur Facebook, etc. Donc les gens étaient en train de dire la France doit partir du Sahel, etc., doit partir du Burkina Faso plus précisément. Mais la France disait non, ça n'est pas officiel, c'est peut-être des rumeurs, c'est peut-être de la désinformation. Et là, on a donc le porte-parole qui le dit officiellement à l'antenne de RFI. Ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est l'accord qui permet bien sûr aux forces françaises d'être présentes au Burkina Faso. Au-delà de cela, il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. Les forces françaises sont basées à Ouagadougou sur la demande bien sûr du Burkina Faso et de ses autorités. Et bien sûr, il revient aux autorités également, le cas échéant, de demander éventuellement leur départ, de dénoncer donc l'accord militaire qui permet donc à ces forces-là de stationner à Ouagadougou. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire, pour la reconquête de l'intégrité du territoire et surtout pour la refondation. Ce qu'il faut dire également, c'est que cette dénonciation est dans l'ordre normal des choses parce qu'elle est prévue dans les termes de l'accord militaire qui permet bien sûr le déploiement des forces françaises ici au Burkina Faso. Donc l'article 16 en l'occurrence en tout cas prévoit la dénonciation, une dénonciation qui est une sorte de préavis qui laisse donc un mois à l'autre partie bien sûr pour accéder à cette requête. Le gouvernement burkinabé met un terme à un accord militaire passé entre la France et le Burkina. Mais dans cet accord, il était prévu une rétractation possible des Burkinabés. Donc c'est ce qu'ils font, ils disent on se rétracte, ce qui laisse donc un mois à la France pour plier bagages. Ça c'est une information qui circule sur RFI. Et vous voyez que là sur mon fil Twitter, quand je tape Burkina Faso, j'ai RFI, TV5 Monde. C'est eux qui définissent comment l'actualité va être communiquée au public à la fois français, mais aussi au public africain dans les anciennes colonies françaises. Parce qu'il faut savoir que c'est des médias qui ont quasiment un monopole sur l'info. Enfin, c'est pas un vrai monopole, mais c'est eux qui ont la plus grande force de diffusion. Et c'est des médias qui sont liés au pouvoir français. Et donc, toute la manière dont ils vont raconter l'histoire va toujours dans le sens de la propagande française, dans le sens ça défend les intérêts français, dans la manière dont le narratif est construit. Je dis propagande en pesant bien mes mots, c'est pas pour dire un truc complotiste, mais c'est vraiment, il y a une situation de guerre au Sahel, de crise et de jeu d'influence entre la France et les différents États africains. Et donc, forcément, il y a de la propagande qui vient de toutes parts. Donc, il y a de la propagande burkinabé, de la propagande malienne, de la propagande française, propagande tchadienne, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que RFI, France 24 et TV5 Monde, qui sont les premiers à relayer les infos, l'orientent toujours un petit peu dans leur sens. L'autre chose importante, c'est comprendre pourquoi est-ce que le Burkina demande à la France de partir. Il faut remonter un peu dans les causes, dans l'histoire des liens
entre la France et le Burkina Faso. Vous vous en doutez bien, c'est une histoire coloniale. On est sur Le Monde ici. Le Burkina Faso officialise sa demande de rupture de la présence militaire française dans le pays. Ouagadougou a réclamé le 23 janvier, via le porte-parole de son gouvernement, le départ des forces françaises, mais Paris réclame que cette décision soit endossée par le chef de la junte en personne. Donc là, on est dans un moment très très étrange, où le gouvernement burkinabé, qui a un porte-parole, fait une déclaration, mais la France, pour l'instant, refuse d'accepter la validité de cette déclaration. Tant que ce n'est pas le président Ibrahim Traoré qui le dit, Paris considère que c'est pas une vraie info. Ce qui pose déjà une question de à quel point Paris respecte ce que dit le Burkina Faso. Et donc là, vous voyez une image avec des militants et des manifestants burkinabés, un drapeau burkinabé ici, et qui mettent en même temps non à la France, non à la diplomatie française. Ça, c'est intéressant parce qu'au moins, il n'y a pas de drapeau russe sur cette image du monde, ce qui est souvent le cas d'habitude. Ça va aller sur un narratif qui s'appelle le sentiment anti-français, qui est souvent mis en avant par les médias français. Ils vont dire, il y a un sentiment anti-français qui grandit au Sahel, et c'est pour ça que les gens veulent qu'on parte. En réalité, on va rentrer dans la complexité de ça. Il ne s'agit pas simplement d'un sentiment anti-français, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. TV5 Monde a aussi fait un article, le Burkina Faso demande le départ des troupes françaises. Je ne vais pas développer encore dans les articles. D'abord, on va revenir sur l'histoire donc du Burkina. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Burkina, c'est un pays d'Afrique, donc on dézoome sur le monde, un pays d'Afrique de l'Ouest. Donc ce qu'on appelle Afrique de l'Ouest, en général, c'est cette partie-là. Et c'est un pays qui a la frontière avec le Sahara, donc le Sahara, il est ici. Et donc c'est un pays qu'on appelle sahélien. Dans le vocabulaire colonial français, ça a été désigné comme Sahel, toute cette partie-là. Donc c'est la partie qui est la frontière entre le désert et les terres. Il faisait partie à l'époque coloniale de ce qu'on appelle l'Afrique occidentale française. Donc il y avait le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, le Burkina, le Niger, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et donc le Burkina, c'est un peu le centre de tout cet espace, tout cet ancien espace colonial français. Et c'est un pays qui est surtout enclavé. Il n'est pas connecté du tout à la mer. Il dépend de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Ghana, etc. Donc c'est un pays qui n'a pas non plus énormément de ressources de matières premières. Genre il n'y a pas masse d'uranium ou des trucs comme ça, comme c'est le cas au Niger par exemple. Il y a un peu d'or quand même, mais c'est pas un pays qui est convoité particulièrement pour ses ressources. Donc ce qui explique le fait que ce pays existe au milieu de tous ces autres-là, c'est une histoire qui remonte à avant la colonisation. Et j'ai un livre d'ailleurs sur ce sujet qui est dans ma bibliothèque juste derrière, l'Atlas historique de l'Afrique. Je trouvais page 85, la genèse du Burkina Faso. Là vous voyez que c'est l'Afrique de l'Ouest. Et en fait, ici, toute cette partie bleue là, c'est ce qu'on appelle les États Mossi. Ils sont aussi là sur cette autre carte qui est dans les années vers 1800. C'est un territoire assez grand qui est dirigé par les Mossi qui sont un des peuples du Burkina Faso. Mais vous avez plein d'autres peuples, il n'y a pas que les Mossi. Et tout le monde transite en fait par le Burkina Faso pour faire circuler des matières premières et des denrées. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'époque coloniale, l'Afrique, elle n'était pas vraiment tournée vers les côtes au niveau économique. Entre royaumes africains, les choses circulaient beaucoup à l'intérieur des terres, notamment par le Burkina Faso. Et quand on voulait aller justement vers le nord pour envoyer des denrées ou pour recevoir des denrées qui venaient d'Afrique du Nord ou bien du Moyen-Orient, les routes commerciales passaient par le Burkina Faso. Donc le Burkina, en fait, c'est une sorte de hub qui croise beaucoup de peuples africains et qui était un carrefour commercial hyper important à l'époque. Et il a continué à avoir ce rôle aujourd'hui. Et on va aller dans l'histoire du Burkina très rapidement. Quand les Européens arrivent, ils travaillent ou ils vont être confrontés à un roi qui est toujours actuellement présent au Burkina Faso, qui s'appelle le Moronaba. Actuellement, c'est le Moronaba Baongo II qui est vivant, qui ressemble à ça. C'est ce monsieur-là. Et je le présente juste parce que vous allez voir qu'il y a plein de chefs d'État qui se succèdent au Burkina avec différents coups d'État, mais il y a quand même un pouvoir traditionnel. Donc là, c'est le roi des Mossi, le peuple dont je vous parlais juste avant, qui est toujours en place. Et donc ce roi, même s'il n'a pas un pouvoir politique officiel reconnu, en réalité, il a une énorme influence politique dans le pays. C'est ça qui est assez intéressant avec ce pays, c'est que vous avez les organes officiels reconnus par la communauté internationale et vous avez des personnages entre guillemets traditionnels, donc des rois réels ancestraux qui sont toujours présents, toujours actifs et qui ont toujours une influence réelle sur la vie du pays. Et donc après l'indépendance, pour vous refaire la petite histoire rapidement, il y a un président qui arrive au pouvoir, Maurice Yaméogo, premier président de la Haute-Volta, puisqu'à l'époque ça s'appelait pas encore Burkina Faso, ça s'appelle Haute-Volta. Mais au final, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il va y avoir un coup d'État dirigé par un monsieur qui s'appelle Thomas Sankara.
et dont vous allez beaucoup entendre parler si vous vous intéressez à l'Afrique de l'Ouest, qui est donc un militaire qui va prendre le pouvoir pendant 4 ans à peine. Enfin, c'est un coup d'État révolutionnaire, un vrai projet d'autonomie du Burkina Faso, dans lequel le Burkina Faso ne serait plus un truc qui sert les intérêts de la France ou les intérêts étrangers. C'est vraiment un régime anti-impérialiste, qui servirait avant tout les Burkinabés et qui permettrait au Burkina d'être autonome en termes alimentaires, en termes de sécurité, enfin sur tous les plans, avec vraiment aussi une pensée de la place de la femme dans la société burkinabé, une pensée de l'écologie. Enfin, Thomas Sankara, c'est un personnage hyper intéressant, qui est comme une sorte de Che Guevara de l'Afrique de l'Ouest, quoi. Mais qui n'a pas eu une vie très longue, puisqu'il a été assassiné pendant qu'il était au pouvoir. C'est lui qui va prendre la tête de l'État, et ça, c'est très important pour comprendre la manière dont les Burkinabés sont politisés, qui n'est pas du tout la même chose que ce qui se passe, par exemple, au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Au Burkina, il y a vraiment eu ce moment de rupture, Thomas Sankara, avec une véritable fierté burkinabé, une véritable capacité de s'affirmer en tant qu'État africain qui a la même légitimité que n'importe quel autre État européen. Mister Clamence qui dit Sankara qui s'est fait dézinguer par son bras droit, probablement aidé par la France. Effectivement, donc finalement, a été assassiné par celui qui était son bras droit et qui s'appelle Blaise Compaoré, qui est ce monsieur-là, et donc qui a pris le pouvoir à partir de 87, sans aucun doute avec l'aide de la France, puisque Sankara devenait trop gênant. Mais il n'y a pas que l'aide de la France qui a joué, il y a plein de raisons internes aussi au Burkina Faso qui ont facilité le fait que Blaise Compaoré puisse être parmi ceux qui assassinent Thomas Sankara et puisse prendre le pouvoir jusqu'en 2014, qui est un très long règne. Vous avez le site qui s'appelle Afrique 21. Je vous conseille vraiment d'aller sur ce site, vous tapez Sankara, mais vous pouvez lire tout ce qu'ils écrivent, c'est assez intéressant. Et là, vous allez avoir plein d'informations sur la vie de Sankara et surtout son assassinat. Parce qu'il y a eu un procès qui a été ouvert récemment pour remonter sur qui avait assassiné Sankara. Et en même temps, je vous conseille aussi une des vidéos de Alain Foka, sur la chaîne Alain Foka officielle, sur l'assassinat de Thomas Sankara, dans la série Assassinat, dans laquelle il revient sur l'assassinat de plusieurs personnages anti-impérialistes et anti-colonialistes africains, qui ont tous été assassinés avec l'aide des services français. Et ça vous permet de comprendre aussi pourquoi il y a une telle difficulté en Afrique à se positionner contre les intérêts occidentaux ou contre les intérêts français. Parce que ceux qui l'ont fait de la manière la plus brillante, ils ont été assassinés. Et donc ça crée de la terreur, mais ça casse aussi pas mal dans l'éveil politique des pays africains. Mister Clamence qui dit, il y a aussi un super podcast de France Culture, 3 épisodes je crois, 100 minutes pour les flemmards comme moi. Effectivement. Et Blackata qui dit, il y a aussi le site de Bruno Jaffré, le biographe de Sankara, qui a bien tout retracé toute la vie du personnage. On passe au régime de Blaise Compaoré. Donc c'est un régime très autoritaire, avec pas beaucoup de liberté de la population, pas hyper démocratique, mais pourtant la France est à fond derrière lui. En même temps, il dirige le pays d'une main de fer, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de rébellion possible dans le Burkina Faso. Mais il ne faut pas oublier que 2011-2012, il y a une intervention française en Libye qui va aboutir à la mort de Kadhafi et qui va répandre des personnes armées ou lourdement armées dans le Sahara. Et ces personnes vont redescendre jusqu'au Mali. Et c'est là que va commencer une guerre dans le nord du Mali. Ce même mouvement de rébellion, il va continuer jusqu'au Burkina Faso, au fur et à mesure. Mais sous Blaise Compaoré, il va réussir à le contenir, parce qu'il tient le pays d'une main de fer. Mais 2014, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une révolution citoyenne pacifique qui aboutit à la chute de Compaoré. Et ça, c'est un truc que les gens de gauche devraient vraiment aller étudier, aller regarder, parce qu'on s'intéresse souvent aux zapatistes et aux gens d'Amérique du Sud, alors que dans le terrain dans lequel on est le plus impliqué, il y a des révolutions citoyennes, démocratiques qui se passent quasiment sans aucun mort en Afrique, et ça on n'en parle quasiment pas, ou on ne sait pas du tout comment ça s'est passé. Mais bon, 2014, soulèvement populaire, à la suite des émeutes, Blaise Compaoré quitte le pouvoir. Il y a un super documentaire qui a été réalisé sur toute cette révolution, qui a été réalisé par un parfait Kiswansida Galadio Kaboré. Le documentaire s'appelle Place à la Révolution. Vous trouvez sur Facebook une page, et donc c'est lui qui a réalisé le documentaire. Et il a suivi justement toute la manifestation, tout le mouvement qui est un peu des gilets jaunes réussis, quoi. C'est gilets jaunes version victorieuse. Il a suivi tout ça et il a réalisé un film qui explique toute la genèse et comment la révolution s'est déroulée. Vous allez voir que vraiment là, on a des grandes leçons de politique à apprendre de l'Afrique de l'Ouest et notamment du Burkina Faso. Il a réalisé un deuxième film d'ailleurs qui s'appelle Après la révolte, ton vote, qui raconte aussi qu'est-ce qui se passe après cette révolution. Parce que les choses ne sont jamais très simples. On peut regarder le teaser de Place à la Révolution, ouais, mais je ne sais pas où il est le teaser. Ça te dirait de faire un react du documentaire, ça pourrait être intéressant, demande Mister Clamence. Ouais, en plus je connais Galadio, donc ce serait possible carrément de regarder le documentaire ensemble et d'inviter Galadio quand il est en région parisienne, si jamais il passe par là, pour faire un débrief en fait sur tout ce qui s'est passé. Ensuite,
après la chute de Blaise Compaoré, un autre président qui arrive au pouvoir, qui est donc élu, mais ça va pas se passer hyper bien. Il n'arrive pas à faire bouger les choses de manière très révolutionnaire ou très radicale. Il retourne dans une logique qui sert les intérêts français, ce qui fait que, au fur et à mesure, il va y avoir la population qui est toujours mécontente en janvier 2022. Ça va être un coup d'État qui n'est pas vraiment sanglant. Encore une fois, ce qui se passe au Burkina, c'est toujours, je vais pas dire pacifique, c'est pas ça, mais en tout cas, c'est pas des effusions de sang. C'est un pays dans lequel les gens sont très politisé. Et donc là, c'est Paul-Henri Sandaogo Damiba qui va prendre le pouvoir et qui va être lui aussi assez tiède dans ses positions, qui va être désavoué par la population au fur et à mesure de son mandat et qui va être renversé en septembre 2022 par Ibrahim Traoré, qui est l'actuel chef d'État burkinabé. Donc vous voyez que à la base, le Burkina, c'est d'abord un hub par lequel passe tout le monde pour circuler, autant commercialement que dans les flux de migration dans la zone du Sahel. C'est ce qui fait la puissance à la base du Burkina. Pendant la période coloniale, le Burkina devient un réservoir de main-d'œuvre pas chère qui va servir dans plein d'autres pays pour faire des tâches assez ingrates. Et à la décolonisation, ça va rester le cas puisqu'il n'y a pas de ressources et qu'il n'y a pas de port. Vu que l'économie coloniale s'était constituée au niveau de la mer, le Burkina va se retrouver assez isolé, dépendant de ses voisins. Il va rester un hub de circulation, mais pas une circulation aussi intense qu'à l'époque précoloniale, ce qui fait que c'est un pays extrêmement pauvre aujourd'hui, qui continue à être un réservoir de main-d'œuvre, notamment en direction de la Côte d'Ivoire, ce qui a abouti d'ailleurs à une crise assez violente contre les Burkinabés. Il y a beaucoup de xénophobie. C'est une autre histoire très compliquée. Donc le Burkina, c'est ce territoire assez spécifique qui a connu un personnage extrêmement important dans l'histoire contre-impérialiste africaine qui s'appelle donc Thomas Sankara et qui a vraiment marqué la population. Il a été assassiné par Blaise Compaoré. Blaise Compaoré s'est bien entendu avec les pouvoirs français. Il a été renversé par une révolution pacifique. Un nouveau président a été mis au pouvoir. Il a aussi été renversé, cette fois-ci, par un coup d'État militaire. Coup d'État militaire lui-même renversé par un autre coup d'État militaire. Et donc, l'autre truc qui est important, c'est de dire ces coups d'État militaires, ils arrivent notamment parce qu'il y a un contexte d'insécurité au Burkina Faso. Depuis que Blaise Compaoré a été renversé, les groupes djihadistes qui ont pullulé dans le Sahel et dans le Sahara continuent à descendre petit à petit jusqu'à arriver aux frontières du Burkina Faso. Et donc il y a eu beaucoup de morts au Burkina Faso suite à des conflits qu'on appelle djihadistes ou qu'on appelle terroristes en fonction des situations qui génèrent de l'insécurité dans le nord du Burkina Faso. Et comme l'armée burkinabé n'arrive pas à faire face à cette insécurité, les populations soutiennent les coups d'État qui se succèdent. Les coups d'État, leur légitimité, elle est basée sur le fait que les militaires viennent dire « on va rétablir la sécurité dans le nord du Burkina ». On en arrive à cette situation qui va nous intéresser. Pourquoi la France devrait quitter le Burkina Faso? Si vous vous rappelez bien, depuis un bon moment maintenant, la France est présente dans le Sahel, à la fois au Mali, au Niger, au Tchad, au Burkina, en Côte d'Ivoire, dans tous les pays qui sont ici. En fait, il y a une grande opération militaire française au Sahel pour officiellement lutter contre l'arrivée des djihadistes, qui se situeraient dans le désert ici. Sachant que ces djihadistes ou ces terroristes arrivent en réalité du fait que la France a déstabilisé la Libye, que la Libye c'est le chaos complet, et que beaucoup d'armes ont pu sortir de Libye et aller vers le Sahel, alimenter tout un tas de conflits qui étaient déjà existants en fait dans cette zone. Et donc la France a des troupes, et notamment l'opération Barkhane, dont vous avez sans doute entendu parler déjà. L'opération Barkhane. Waouh. Là, je suis surpris par le descriptif de l'opération Barkhane sur le site. Entre 2013 et 2022, les forces armées françaises étaient engagées au Sahel dans le cadre des opérations Serval entre 2013 et 2014 et Barkhane entre 2014 et 2022. Aux côtés de ses partenaires, la France a empêché l'effondrement du Mali. What? Contribué à la reconstruction des forces armées maliennes et favorisé le développement et la stabilisation du pays. Dans la bande sahélo-saharienne, le dispositif français a répondu aux besoins exprimés par ses partenaires locaux afin de lutter ensemble contre le terrorisme. Oh my god. Bon, là on est face à, un chapeau de propagande que je n'imaginais pas possible. Là je suis vraiment très surpris. Je m'attendais pas à un truc pareil. Le Mali a demandé le retrait des forces Barkhane pour plein de raisons. Donc là c'est surprenant quand ils disent empêcher l'effondrement du Mali. Si vous suivez l'histoire malienne, vous vous dites aïe. Contribuer à la reconstruction des forces armées maliennes, mais pas du tout. Le développement et la stabilisation du pays, mais absolument pas. Répondu aux besoins exprimés par les partenaires locaux. Justement non, puisqu'ils ont demandé à Barkhane de partir. Mais c'est pas grave. Bon, je vais pas faire un live sur le Mali. Allez vous renseigner sur l'opération Barkhane et sur pourquoi elle a dû quitter le Mali, et vous allez voir que là, il y a quand même de la grosse propagande. Enfin là, on est vraiment, c'est ce qu'on appelle de la propagande, et ce qui fait qu'un Français qui ne connaît pas la situation ou l'histoire du Mali, etc., voit un militaire français un peu stylé en mode Apocalypse Now et tout, l'arme, le soleil, le désert. En même temps, on lui dit
Ah, ça a bien marché, c'est pour ça qu'on est parti, on a arrêté la mission, c'était fini. Et après, il y a tout un historique. Waouh. Attends, il y a carrément un monument. Attends, c'est quoi ça? Non. C'est un monument aux morts au Sahel ou quoi? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'opération Barkhane a été chassée du Mali pour des raisons d'ingérence notamment et des raisons de non-efficacité. Donc ça fait quoi? 2014 à 2022, 8 ans de présence française au Sahel, l'insécurité n'a fait que augmenter. Les forces françaises n'ont pas du tout ni formé les armées de la région, donc ni l'armée malienne ni l'armée burkinabé, mais en plus, elles n'ont pas su endiguer l'insécurité. Il y a plein de rapports de force entre donc les forces Barkhane et différents mouvements rebelles de la région qui font que forcément les Maliens, les Burkinabés, etc. n'ont pas les mêmes intérêts que la force Barkhane. Il y a quelques mois, les Burkinabés avaient bloqué un convoi militaire français. Le Burkina, c'est quand même un hub. Pour alimenter l'opération Barkhane, qui se situe dans des pays comme le Mali, le Niger, le Tchad, Mauritanie, il faut soit passer par un avion, soit passer par la Côte d'Ivoire ou le Togo ou le Bénin. Pour faire du ravitaillement, pour envoyer des chars lourds, pouvaient pas débarquer d'un coup ici. Et du coup, les convois militaires français de ravitaillement, en général, ils passent par la Côte d'Ivoire, dont le régime est assez proche des intérêts français. Ils traversent ensuite le Burkina, donc d'où l'importance du Burkina dans le dispositif, c'est qu'il permet d'être un hub qui peut redistribuer les forces françaises vers le Mali, vers le Niger. Et donc, le convoi militaire français de ravitaillement habituel traversait le Burkina, mais les Burkinabés étaient pas d'accord et donc ils l'ont bloqué. Novembre 2021. Ah ouais, quand même, ça date. On écoute un petit peu ça. Militaire est toujours bloqué à Kaya, c'est dans le centre-nord du Burkina Faso. Les soldats français faisaient route vers le Niger lorsque des hommes leur ont barré le chemin. Le groupe de manifestants s'oppose à la présence de la force Barkhane au Sahel. Armée française dégage ou libérer le Sahel, pouvait-on lire sur des pancartes brandies par des manifestants rassemblés à Kaya pour bloquer le passage d'un convoi militaire français venant de Côte d'Ivoire et à destination du Niger. Ce convoi, composé de plusieurs d'une dizaine de véhicules, est à l'arrêt depuis jeudi face à la pression des milliers de manifestants sur place. Ce samedi, peu après-midi, l'armée française a procédé à des tirs de sommation. Ces protestations contre l'armée française arrivent une semaine après l'attaque djihadiste du 14 novembre dernier contre le poste de gendarmerie de Inata qui a causé la mort d'au moins 53 personnes, dont 49 gendarmes et 4 civils, selon un bilan provisoire officiel. 2 jours après, plusieurs centaines de personnes ont participé dans plusieurs villes du pays à des manifestations pour réclamer la démission du président de la République, Roch Marc Christian Kaboré, pour, je cite, son incapacité à mettre fin aux attaques terroristes. Donc on a le président effectivement Kaboré, celui qui a été mis en place après la révolution pacifique de 2014, donc après que Blaise Compaoré soit parti. On avait Kaboré qui n'arrivait pas à endiguer l'insécurité dans le nord, donc ça déclenche des grands mouvements de foule et beaucoup de politisation du peuple burkinabé. En même temps, l'armée française ou la présence française était remise en question puisqu'on savait qu'elle n'était pas efficace, notamment au Mali, où des exactions avaient lieu très fréquemment. Et ce qu'il a dit qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a eu des tirs de l'armée française, il a dit des tirs de sommation de l'armée française qui ont fait au moins 2 blessés. Et donc je vous montre une autre vidéo, parce que là on a regardé encore une fois les organes de propagande française, qui sont donc là France 24. Même si c'est un Africain qui présente, ça reste quand même un discours qui suit les intérêts du gouvernement français. Et vous allez avoir très peu d'esprit critique vis-à-vis de la France dans ce média. Ce qui ne veut pas dire que c'est de la fausse information, hein, mais juste il n'y a pas l'esprit critique qui va avec. Et sur Africa News, par exemple, vous aviez justement une vidéo sur les militants blessés par balle au Burkina Faso. 4 personnes ont été blessées par balle samedi à Kaya, au Burkina Faso, lors d'une manifestation contre un convoi de l'armée française qui se rendait au Niger. Les soldats français auraient tiré de coups de sommation. Les services des urgences de l'hôpital de la localité auraient reçu 4 personnes blessées par balle. Mais l'armée française nie de son côté avoir été à l'origine d'éventuelles blessures. On n'a pas besoin de l'armée de France. Nous-mêmes, on est capable d'attaquer notre djihadiste. On n'a pas besoin de l'armée de France. Pour les manifestants, ce convoi d'une 60aine de véhicules transportait du matériel destiné aux djihadistes. Information balayée par l'armée française. On touche à plein de questions qui sont importantes. Vous avez entendu à la fin, il y a eu des gens qui disaient que ça allait être des armes qui allaient servir ensuite aux terroristes dans le nord du Burkina ou dans le nord du Mali. En fait, la situation est plus complexe. Déjà, le mouvement de contestation, il est avant tout sur la présence de la force Barkhane au Sahel. Mais ensuite, il y a aussi une remise en question du fait que certaines de ces armes peuvent effectivement parfois être mises dans les mains de militaires et, suite à des attaques, retomber dans les mains de terroristes. Mais bon, c'est pas ça la principale critique qui est faite en réalité au convoi. Par la suite, le convoi est arrivé
au Niger. Et au Niger, il y a eu des morts cette fois-ci, puisqu'il a aussi été bloqué au Niger. Donc c'est pas qu'au Burkina qu'il a été bloqué. Et là, l'armée française a dû tirer. L'enquête a toujours pas donné ses fruits. Et en France, tout le monde s'en fout. Enfin, personne n'a essayé de se mobiliser, notamment pas dans les milieux de gauche. Enfin, on n'en parle pas, on comprend pas, on n'a pas assez de contexte pour se positionner. Et c'est qu'on cherche pas ce contexte, hein, évidemment. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais en réalité, il y a eu des morts faits a priori par l'armée française. Tout ça pour dire qu'on en arrive à la situation dans laquelle on est actuellement. Le porte-parole confirme avoir demandé le départ des forces spéciales françaises. Là, il parle de forces spéciales françaises parce que l'opération Barkhane est finie depuis 2022. L'armée française a quitté le Mali, mais elle est toujours présente dans les autres pays. Seulement, elle s'appelle plus Barkhane, donc maintenant, c'est des forces spéciales qui sont placées. Je me pose une question, dit Mister Clamence. La contestation est-elle portée plutôt par les classes moyennes des villes, plutôt les villageois, des élites? Je pense que c'est porté par beaucoup de monde parce que c'est avant tout des contestations qui sont portées contre le gouvernement burkinabé. En second plan, aussi une contestation vis-à-vis de la présence française au Burkina. Mais en fait, si vous voulez, le problème principal, c'est que le gouvernement burkinabé n'arrive pas à lutter contre l'insécurité ou n'arrive pas à répondre aux besoins de sa population. Et c'est comme ça que la France justifie sa présence en disant, du coup, il y a besoin de notre aide, il y a besoin de notre accompagnement. Donc, s'il y avait une meilleure autonomie du gouvernement burkinabé, évidemment, il n'y aurait pas besoin de la France et du coup, la question se poserait pas. Mais donc, pour les Burkinabés, la première question, c'est d'abord des questions de politique interne vis-à-vis de comment eux, ils veulent que leur État puisse avoir une vraie autonomie. Et dans un second temps, il y a le fait que du coup, il y a cette présence étrangère avec ce lien historique colonial qui met des bâtons dans les roues, qui est très influente sur la manière dont le Burkina n'arrive pas à se déployer. On arrive à la dénonciation de l'accord qui lie les deux pays et qui laisse un mois à la France pour retirer ses forces. La France réadapte en concertation avec ses partenaires son dispositif au Sahel, a réagi le ministère français des Affaires étrangères. Ça, c'est un article publié sur Le Monde. La France a dit lundi attendre des clarifications de la part du président de la transition burkinabé concernant la demande de son ministre des Affaires étrangères. Déjà, la France prend le parti de diviser le pouvoir politique burkinabé en disant c'est le ministre des Affaires étrangères qui parle, c'est pas le chef d'État, donc ça compte pas. Nous avons bien reçu la note verbale du ministère burkinabé transmise à notre ambassade, a annoncé la porte-parole du Quai d'Orsay Anne-Claire Legendre. Comme l'a dit le président de la République hier, nous attendons que le président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, clarifie la portée de cette note, a-t-elle ajouté alors que les derniers échanges bilatéraux officiels ont eu lieu le 10 janvier entre le capitaine Traoré et la secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, Chrysoula Zakharopoulou. Nous ne voyons pas comment faire plus clair. Samedi, l'agence d'information du Burkina avait diffusé une dépêche affirmant que le Burkina Faso avait dénoncé l'accord de défense qui organise la coopération militaire avec la France sur son territoire et qui conditionne la présence de plusieurs centaines de militaires des forces spéciales françaises. Mais le président français avait appelé dimanche à la prudence. J'essaie de vous trouver la vidéo de Macron parce qu'elle est intéressante quand même. J'attends que le président de transition Traoré puisse s'exprimer, parce que j'ai compris que les messages qui étaient sortis à ce stade relevaient d'une grande confusion, celui-ci étant en déplacement hors de la capitale. Donc je pense qu'il faut garder beaucoup de prudence et veiller à ce qui est une spécialité de certains dans la région qui peuvent avoir partie liée au demeurant avec ce que nous vivons en Ukraine, à savoir nos amis russes, ne fassent pas de manipulation. Donc nous attendons des clarifications de la part de M. Traoré sur ce sujet. Alors là, il y a un autre élément dans le narratif français concernant le Sahel. Ça va être qu'à chaque fois qu'il y a une remise en question de la France au Sahel, la France va immédiatement dire que cette remise en question vient de la Russie ou d'une manipulation russe. Et c'est pour ça que je tenais à vous faire tout l'historique des liens entre la France et le Burkina Faso, parce que vous voyez que bien avant que la Russie revienne au Sahel, il y a des critiques de la politique française qui viennent du peuple burkinabé et qui sont liées à des questions vraiment politiques internes au Burkina. Mais actuellement, cette critique de la France, elle prend de plus en plus d'ampleur, notamment parce que le Mali a réussi à chasser Barkhane et que le Mali a réussi à se passer de la tutelle de la France. Et donc ça permet que dans la région, tout un tas de régimes sont en train de remettre en question l'autorité française, parce qu'il faut savoir que depuis l'époque coloniale, donc la France reste comme la protectrice, entre guillemets, de ses anciennes colonies en Afrique. Et c'est comme ça qu'on a notre légitimité à avoir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU notamment. Plutôt que de se dire comment on soigne ou comment on travaille cette relation entre la France et le Burkina, la France va toujours dire une manipulation russe. Donc les Russes sont en train de jouer contre nous au Sahel, ils veulent nous chasser, les Africains sont crédules à cette manipulation, et donc c'est pour ça qu'ils nous remettent en question. Et donc en gros, ce que fait la France en général, c'est qu'on se retrouve dans un conflit entre Européens, entre Russes, Ukraine, France, et ce conflit va se déporter au Sahel, en Afrique. On invisibilise complètement la relation historique qui existe, ou les problèmes qui existent entre les Burkinabés et les Français. Ça va être la stratégie de la France. À chaque fois que vous allez entendre parler de ces affaires, vous allez toujours le voir
voir comme un triangle dans lequel l'Afrique n'est que le terrain de jeu d'un conflit entre la Russie et la France. Et ça, c'est vraiment le truc qu'il faut avoir à l'esprit, sortir de ce narratif-là et se demander que veulent vraiment les Burkinabés ou les Maliens si on fait abstraction un peu des intérêts des deux grandes puissances que sont la France et la Russie dans la région. Pour faire cet exercice qui est très difficile, je vous conseille à nouveau la chaîne de Alain Foka, parce que lui, il arrive vraiment bien à expliquer la complexité de tout ça. Il a fait plusieurs vidéos, Que cherche la Russie en Afrique, France vs Russie, le duel en Afrique, dans lequel justement il va expliquer à quel point ni la France ni la Russie ne sont des partenaires intéressants pour l'Afrique, à quel point il faut que ce soit l'Afrique qui soit au centre des problématiques politiques qui la concernent, et pourquoi justement il y a ce jeu entre France et Russie. Est-ce qu'elle cherche à obtenir au Sahel? Pour vous déconstruire un petit peu de cette propagande française ou de cette propagande russe, je vous conseille vraiment le travail d'Alain Foka. Et pour mieux comprendre de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que ces accords? Je suis allé sur le site de Survie. Le site Survie, je vous explique rapidement ce que c'est. C'est une association qui lutte contre la France-Afrique et la néocolonisation en Afrique. Et ils font un travail de documentation hyper intéressant et de vulgarisation de tous les thèmes qui touchent à la France-Afrique. Ils vont créer des dossiers qui sont disponibles sur leur site, vous pouvez les télécharger. Ils s'intéressent à plein de pays d'Afrique. Tout ce que va faire l'armée française ou la France en termes d'influence néocoloniale, ils vont pouvoir le dénoncer. Dans cet article, qui est publié en 2009, ils font la promo d'un livre de Raphaël Granvaux qui s'appelle « Que fait l'armée française en Afrique ?», que je vous conseille du coup de choper si vous avez le temps ou si vous pouvez. Et sur le site de Survie, vous avez aussi une sorte de résumé, vous pouvez la télécharger. Ici, ça s'appelle « De l'armée coloniale à l'armée néocoloniale ». Vous avez le PDF ici que vous pouvez télécharger et qui donne ça. On a donc plein de sujets qui sont traités. L'essor des troupes coloniales, les supplétifs des troupes coloniales. Donc là, vous avez un peu comment l'armée française commence en Afrique de l'Ouest, puisque d'abord il y a des Français qui sont envoyés dans l'armée pour conquérir les colonies. Finalement, on prend des indigènes comme les tirailleurs sénégalais, mais il y a plein d'autres types de tirailleurs algériens, tirailleurs marocains, tirailleurs indochinois, etc., qui vont servir à la conquête coloniale. Vous avez la guerre coloniale, donc la guerre dans les colonies. Vous avez plein de politiques, dont la politique des races de Gallieni par exemple, et ça va être des trucs où on divise les gens par ethnie pour mieux asseoir la domination française. Ça, c'est des méthodologies qui sont toujours utilisées actuellement par la France. La reconquête militaire de l'Empire, donc suite à la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands arrivent en France et que la France devient Vichy, les colonies aussi deviennent Vichy au départ. Et donc il faut reconquérir l'Empire colonial, donc les forces françaises libres doivent reconquérir l'Empire colonial, c'est ce qui va donner notamment la guerre d'Indochine, qui commence à ce moment-là, c'est ce qui va donner aussi beaucoup de conflits au niveau du Liban et de la Syrie, qui étaient aussi des colonies françaises, et c'est au moment du passage entre Vichy et forces françaises libres que les questions d'indépendance se posent le plus fort. Cette partie-là, reconquête militaire de l'Empire, elle est très très importante. Après, il y a les guerres d'indépendance, donc il y a la guerre contre-insurrectionnelle, la coloniale contre l'ennemi intérieur, on commence à se méfier du terrorisme, puisque c'est la seule manière qu'ont les colonisés pour se débarrasser de l'armée coloniale, qui est vraiment plus forte qu'eux. Pour éviter trop de guerres partout, on donne des indépendances sans réelle décolonisation, notamment en Afrique, notamment au Burkina Faso. Nous, on va aller page 44. Des armées africaines, pourquoi faire? Oui, parce que les armées africaines sont faibles, et c'est pour ça qu'elles ont besoin, entre guillemets, ou que la France peut venir se présenter comme une aide. Et c'est aussi pour ça que la Russie ou les troupes de Wagner peuvent se présenter comme des remplaçants à la France. C'est avant tout parce que les armées africaines sont faibles. Et donc ce chapitre en parle très bien. En 1990, seules les armées algériennes et marocaines disposaient de réels moyens militaires en Afrique francophone. Les autres étaient peu performantes, modestes, parfois tout juste de parade, incapables de mener à terme un combat. Ainsi, malgré une coopération entretenue avec de multiples pays, comme la France, la Belgique, l'Égypte, le Maroc, la Chine populaire ou la Corée du Nord, l'armée zaïroise s'est toujours montrée plus apte à piller qu'à combattre, et n'a été que de peu d'efficacité pour empêcher la chute de Mobutu en 1997. Encore aujourd'hui, les armées centrafricaines et tchadiennes donnent dans le même registre et ne seraient que de peu d'utilité sans l'armée française. Cette faiblesse militaire des armées africaines ne découle malheureusement pas de conception pacifiste de leurs dirigeants, dans la mesure où la France entend continuer à gérer les questions de défense au sein de son précaré après 1960, elle ne forme pas de véritables armées susceptibles de conduire des opérations militaires de manière autonome. La formation s'appuie sur des scénarios proches entre autres de la projection de forces françaises en Afrique dans le cadre d'accords de défense, scénarios dans lesquels les armées africaines continuent à ne jouer qu'un rôle auxiliaire. Je ne sais pas si vous avez bien compris, une des missions de la force Barkhane par exemple, et de toutes les opérations françaises au Sahel, c'était de former des militaires. Et à l'époque coloniale, il y avait aussi cette question-là de former des armées. Mais en réalité, les politiques coloniales, ce qu'ils ont fait, c'est former des armées contre leur propre population, c'est-à-dire pour faire de la répression d'une éventuelle guerre d'indépendance. Ça veut dire que si le peuple veut se soulever contre les colons, l'armée est formée à réprimer la population. Ça, ok, on a toutes les formations. S'il faut torturer des gens, des opposants et tout, ça c'est bon, les formations sont carrées. Mais après, une formation dans une guerre contre un autre territoire,
territoire, là on donne pas trop. Par contre, on crée des accords d'assistance dans lesquels on sait que l'armée française ou l'armée coloniale, ça peut être les Belges aussi par exemple, va arriver pour intervenir sur le terrain. Dans ce cadre-là, l'armée africaine ne joue qu'un rôle auxiliaire. Vous comprenez pourquoi les armées africaines, il n'y a pas un manque d'hommes, certes il y a un manque de matériel, mais on va dire que entre les djihadistes et les armées officielles, il n'y en a pas qui sont armés de manière nec plus ultra face aux autres qui sont armés de manière calache à l'arrache. Ils ont à peu près le même niveau d'armement, voire les armées officielles ont plus d'armes. Donc qu'est-ce qui explique qu'elles sont incapables de se défendre? C'est avant tout un problème de formation, et c'est là encore qu'on voit l'échec de l'opération Barkhane qui était censée former les troupes sahéliennes pour qu'elles soient autonomes face à d'éventuels problèmes d'insécurité. C'est très important pour comprendre déjà l'inefficacité des armées africaines et donc le besoin d'armées de type russe ou française. Donc en gros, les Français ont créé cette situation qui fait qu'on aura besoin forcément d'une aide extérieure. Et là, maintenant, ils sont en train de se rendre compte que c'est peut-être plus eux les bienvenus, donc ils commencent à avoir le seum, mais en soi, ils auraient pu régler ce problème en travaillant réellement à la formation ou en laissant les Africains se former, parce que peut-être pas forcément les Français qui doivent former les armées africaines, mais ils auraient pu au moins laisser de l'autonomie pour qu'il y ait une formation efficace. Page 55, un autre chapitre. Pourquoi l'armée française s'accroche-t-elle à l'Afrique? Donc l'autre point important, parce qu'ils pourraient se dire, on perd beaucoup d'argent parce que ça coûte extrêmement cher, les interventions en Afrique. Mais l'armée française est l'un des principaux instruments au service d'une politique qui vise au maintien de l'ordre néocolonial mis en place à partir des années 60. Elle assure la défense et la protection des pays et des dirigeants vassalisés de la France et symétriquement, elle réprime les mouvements ou déstabilise les régimes qui s'opposent aux intérêts de l'ex-métropole. Ces intérêts hérités de la période coloniale sont d'abord économiques, à commencer par ceux qui assurent l'indépendance énergétique de la France, notamment l'uranium, le pétrole ou le gaz obtenus à bas prix. Il s'agit aussi de garder dans l'orbite française un certain nombre d'États clients qui contribuent à lui conférer sur la scène internationale le statut d'une grande puissance, héritage de la période coloniale. Ceci constitue notamment un réservoir de voix à l'ONU et justifie de fait peut-être plus encore que la possession de la bombe atomique, qui est de plus en plus répandue, le privilège d'un poste de membre permanent au Conseil de sécurité disposant d'un droit de veto. Ça, c'est très 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 important. La France, elle est au Conseil de sécurité de l'ONU, alors qu'on n'est pas un pays si puissant. Il y a des pays beaucoup plus importants, on pourrait dire aujourd'hui le Brésil ou l'Inde, par exemple. Mais pourquoi est-ce qu'on a un petit pays comme la France au Conseil de sécurité de l'ONU? C'est parce qu'on est une ancienne puissance coloniale et que malgré la décolonisation, la majorité des anciens pays africains qui étaient des colonies passent par la France pour obtenir ce qu'ils veulent à l'ONU. Et la France est aussi, entre guillemets, le gendarme de l'Afrique, c'est-à-dire qu'on lui fait confiance pour maintenir la stabilité dans la partie Sahel. Mais si la France peut plus faire ça, et si les États africains passent plus par elle, à part le fait qu'on ait la bombe atomique, mais on n'est pas les seuls à l'avoir, il n'y a pas beaucoup de raisons qu'on soit au Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto. Sauf qu'on a la deuxième surface maritime grâce aux Outre-mer, Nouvelle-Calédonie, Antilles, Guyane, etc. Ce qui fait qu'on a un contrôle sur les océans du monde qui est gigantesque, grâce à ces Outre-mer. Donc là, encore une fois, si vous avez une indépendance des Outre-mer, la France, il n'y a plus grand-chose. Ça devient un peu comme l'Italie, quoi, en fait. Sans manque de respect pour les Italiens, mais vous voyez un peu le truc. D'où l'importance, encore une fois, pour notre sécurité, notre stabilité, qu'on ait un maintien sur les anciennes colonies. Vous comprenez pourquoi c'est important. Page 57, où on revient justement sur les accords militaires, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Aux indépendances, la partie officielle de la politique de la France en direction de ses anciennes colonies est nommée coopération. Au lieu de colonisation, on dit coopération. Elle est bientôt organisée par un ministère du même nom, le ministère de la coopération, et s'applique à des domaines très divers, économiques, juridiques, administratifs, éducatifs, sanitaires, etc. Les coopérants sont omniprésents à tous les échelons des nouveaux États, prolongeant l'administration coloniale et pour certains d'entre eux, dirigeant réellement le pays. Dans ce dispositif, la coopération militaire occupe une place particulière. Elle est régie par un certain nombre d'accords qui légalisent le maintien de bases militaires françaises en Afrique, servent de prétexte à certaines interventions et maintiennent sous tutelle les armées et les politiques de défense des États indépendants. Les premiers accords sont contractés au moment des indépendances, parfois même avant que ces dernières soient proclamées. Fin de la colonisation, début de la coopération. Les coopérants, qui sont souvent les anciens colons, restent à plein de postes importants. Ils continuent à avoir une grosse influence sur les politiques des nouveaux États, notamment sur le plan militaire. Donc on signe plein d'accords qui font que, comme on a mis un président qui est avec la France, si son régime est déstabilisé par une opposition, la France peut intervenir militairement. Donc là, vous avez donc les accords de défense, mais qui sont pas les plus pratiqués, donc je vous laisse le lire vous-même. Si les accords de défense sont aujourd'hui peu nombreux, il existe en plus ou à leur place d'autres accords militaires passés avec une petite trentaine de pays d'Afrique et de l'océan Indien, généralement dits d'assistance ou de coopération technique, lesquels se veulent moins contraignants. Là encore, l'opacité est pourtant la règle. Il faut savoir que majoritairement, on ne sait pas ce qu'il y a exactement dans ces rapports. Ils sont de statut et d'appellation très variés. On peut dire accord de coopération, accord d'assistance, accord cadre, accord particulier, convention particulière, arrangement de coopération, protocole, échange de lettres. Le rapport Lamy, qui recensait 90 accords en vigueur,
notait que seuls 39 étaient publiés au journal officiel ou dans le recueil général des traités de la France. Soit ils sont classifiés et tenus secrets, pour un quart d'entre eux, soit ils sont jugés d'importance secondaire et ne sont ni signalés aux parlementaires ni publiés. Ces derniers ont ainsi découvert l'existence de certains accords à l'occasion d'explications données sur des questions budgétaires ou parfois même par la presse. Le secret qui entoure ces accords permet une intervention parfois très extensive. Le cas du Tchad, où l'armée française n'a jamais cessé d'intervenir directement. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on est dans un moment où il n'y a pas que le Burkina qui remet en question ces accords, puisque le Mali l'a fait juste avant. Si les deux pays arrivent à faire ça sans trop souffrir, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'insécurité au nord du Mali et que pour l'instant c'est pas encore du tout réglé, mais au moins il y a un autre effet qui est important, c'est qu'il y a une sorte de dignité retrouvée ou d'autonomie affichée, et ça tous les pays des anciennes colonies françaises sont en train d'observer ce qui se passe, et tout le monde sait que si ça prend ici, il risque d'y avoir des soulèvements un peu partout pour se débarrasser de l'influence française. Et donc la France a beaucoup à jouer sur comment elle médiatise ce qui est en train de se passer au Burkina et au Mali, sans pour autant passer pour la méchante colonisatrice. Et du coup, ça donne des trucs comme ce petit extrait qui va vous surprendre si vous ne l'avez pas déjà vu. Le Premier ministre malien qui parlait aux Nations Unies il y a 3 mois. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète, les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Donc voilà, ça vous donne un peu le ton dans lequel on est dans les échanges entre le gouvernement malien et le gouvernement français. Et c'est dans ce ton-là qu'est en train de s'inscrire au fur et à mesure le gouvernement burkinabé aussi. D'où l'angoisse de Paris. Maintenant, la question, ça va être, vu qu'il n'a pas parlé, Ibrahim Traoré, il y a encore moyen qu'effectivement, il revienne sur sa parole. Et j'ai l'impression que c'est sur ça que joue la France pour l'instant. Et il va revenir sur sa parole et à ce moment-là, on dira, voilà, c'était une manipulation des Russes, la population est encore trop crédule, etc. Il y a un problème avec la présence française au Sahel, un problème qui date de longtemps, il y a une histoire complexe. Ne balayez pas ça d'un revers de la main en disant c'est de la manipulation russe, parce que ce serait beaucoup trop simple et c'est ce que veut faire penser l'Elysée. Mais ça veut pas dire non plus que les Russes n'ont rien à voir avec ça. Il y a de la propagande russe, puisque les Russes essayent de remplacer les Français sur le terrain en étant la nouvelle armée qui va aider les Africains à assurer leur sécurité. Et donc pour ça, ils vont mettre beaucoup de moyens d'information pour essayer de se faire bien voir ou pour essayer de saboter l'influence française. Mais en réalité, ils ne font que jouer sur un problème ou sur des critiques qui existent déjà. C'est-à-dire que eux, c'est juste qu'ils ont les moyens économiques d'avoir des médias et de faire circuler de l'information, alors que les militants africains, souvent, n'ont pas les moyens de faire exister une critique ou un regard critique sur l'action française, puisque c'est la France qui a le monopole des médias, vous avez vu avec RFI, France 24, TV5 Monde. Forcément, il y a une guerre informationnelle au niveau des moyens de diffusion, mais sur le fond de la critique, il n'est pas impulsé du tout par les Russes, il vient vraiment d'une histoire plus complexe que ça. Il faut sortir de cette idée que c'est un conflit entre Français et Russes qui se déroule en Afrique. Non, c'est vraiment une question d'autonomie africaine. Que ce soit les Français ou que ce soit les Russes, ils ne sont pas la solution au problème africain. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps avec un militant burkinabé qui s'appelle Lafouine. Ah ouais, je vous fais écouter 2 petits bouts. Quand en tant que militant pour les causes nobles comme la défense des droits humains et de la liberté, même en tant que Français, que notre vision ne s'arrête pas aux droits des Français seulement. Nous avons, soutenu les mouvements comme les Gilets jaunes qui étaient quand même des mouvements légitimes et tout. Mais nous avons très souvent l'impression que la défense des droits humains là, s'arrête aux frontières de l'Europe, de la France. Et quand il s'agit des Africains, tout devient compliqué et complexifié. Pourquoi? Parce qu'il y a eu effectivement une épistémologie qui a travaillé dans ce sens-là. Allez regarder la vidéo entière que j'avais réalisée avec Lafouine, activiste burkinabé, et qui explique bien donc la complexité qu'il y a à porter une critique politique dans un pays comme le Burkina Faso, quand il est pris dans ces enjeux-là avec la France, avec la Russie, etc. Et donc comment eux, ils travaillent pour travailler sur leurs propres problématiques politiques, travailler à la critique de la néocolonisation qui leur vient de France ou de Russie, et en même temps qu'ils essaient de trouver du soutien auprès
des militants français, qui est un soutien très difficile à trouver puisque on est mal informé sur leur contexte et qu'on ne veut pas s'informer sur leur contexte. Je vous fais écouter un dernier point, le sentiment anti-présence française. De plus en plus, on parle d'anti-français. C'est vrai, mais ce n'est pas nous qui cultivons cette haine anti-français-là. Je pense que c'est plutôt le résultat des effets pervers de cette politique extérieure française. Appelons les choses par leur nom. La France n'est pas le seul État européen ici. Pourquoi une haine française? Cette même France qui défend tout le temps le fait qu'elle nous aide. En quoi donc sommes-nous assez idiots pour ne pas aimer ceux qui nous aident réellement? Nous pensons et nous le disons que cette haine anti-française, moi je ne le nie pas. C'est vrai qu'il y a d'autres qui préfèrent parler de non, on n'est pas anti-français, on est pro-africain. Mais moi je dis oui, de plus en plus dans les consciences collectives ici, les gens, tout ce qui est initiative française est boycotté. Donc il y a une haine, un mépris pour tout ce qui... Mais ce n'est pas de nous, ça n'émane pas de nous, c'est le résultat de ces différentes agressions politiques que nous avons suivies depuis la colonisation à aujourd'hui. Donc c'est de bonnes raisons aussi pour la France de revoir sa politique extérieure. En tout cas, nous sommes déterminés et nous pensons que depuis le Conseil de sécurité de l'ONU, parce que c'est la France qui continue à représenter les 5 États du G5 Sahel là-bas, nous sommes déterminés aujourd'hui à ce que la France ne devienne plus notre babysitter. Nous pensons que nous sommes assez grands maintenant. Et nous avions toujours été grands de toute façon, même si nos voix n'ont pas été entendues. Aujourd'hui, ça ne peut plus continuer et nous nous organisons dans ce sens-là. Voilà, je pense que la Fouine avait tout dit et ça vous permet aussi de voir qu'on n'entend pas du tout ces voix de militants burkinabés ou africains, mais la Fouine, c'est loin d'être le seul militant à se positionner et à avoir un discours extrêmement construit sur ces sujets. Comme je vous ai dit, vous pouvez aller voir le film de Galadio Caboret, Place à la Révolution, ou bien Après la révolte, ton vote. Vous allez voir que les Burkinabés sont extrêmement politisés, extrêmement conscients de ce qui leur arrive, et que quand ils disent à la France de partir, c'est pas parce qu'ils ont été influencés par le narratif russe ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce qu'il y a un travail politique qui émane de toute une culture politique qui vient notamment de l'histoire du sankarisme, mais pas que. Toute cette histoire-là fait qu'ils savent faire entendre leur voix. Et pour approfondir un peu ces questions, je vous conseille un entretien qui est sorti sur le média, qui s'appelle « La France au Sahel, mensonge de guerre, ultime secret », avec un auteur qui s'appelle Rémi Carayol, qui a publié un livre qui s'appelle « Le mirage sahélien ». La France en guerre en Afrique, Serval, Barkhane et après. Et Rémi Carayol est très très intéressant. J'aimerais trop l'inviter. Je pense que je vais essayer de l'inviter dans un prochain live Histoire Crépue parce qu'il est aussi un des grands contributeurs du site Afrique 21. Vous voyez ici, c'est Rémi Carayol qui écrit « Comment peut-on vouloir tuer quelqu'un comme Sankara ?» Et voilà pour aujourd'hui. Je pense qu'on a bien fait le tour de l'actu. Dites-moi un peu dans les commentaires si vous avez appris des choses. Ça va me permettre aussi moi de m'améliorer techniquement. Alors Jean Blas qui dit « J'ai appris plein de trucs et noté plein de références à aller voir. Merci pour vos retours, ça fait plaisir. » Ce qui m'intéressait vraiment, c'était de vous donner des sources, comme d'habitude, le plus de sources possible pour que vous puissiez creuser, aller plus loin que ce qu'on vous dit. C'est pas pour dire « Bouh, la propagande méchant », mais c'est vraiment, il faut se rendre compte que dans un contexte de guerre, il y a nécessairement une propagande, et du coup pouvoir faire la part des choses et se remettre en question sur notre capacité à être critique, et aussi nous dire le regard de qui est-ce qu'on veut adopter. Le regard africain, le regard russe, ou bien le regard français. Et ça, c'est une vraie question, puisqu'on a très peu d'accès au regard africain, au final. Alors que c'est là que se passe l'action, et que c'est les populations premières concernées. C'est aussi un travail collectif de se dire comment on accède à des sources ou à la parole de personnes qui sont sur le terrain, et qui peuvent nous exprimer comment elles voient les choses depuis leur point de vue. Et je terminerai sur ça. Si vous voulez me soutenir, il y a le lien de mon Patreon dans ma bio. Je suis sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!